Bonjour à tous, bienvenue Parlement Hebdo, 30 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire. Bonjour Katia. Bonjour Mickaël, et nous accueillons une députée élue du 10 juin 2017, Coralie Dubos. Bonjour. Bonjour. Vous avez été élue dans la troisième circonscription de l'Hérault. On a beaucoup de questions à vous poser, mais on va revoir d'abord les temps forts de la semaine avec un remaniement en forme de mini Big Bang, plus de ministres MoDem et 11 nouvelles têtes sur la photo. Ils se séparent ou s'unissent pour former des groupes parlementaires, scission à droite, recomposition à gauche et nouveaux groupes. République en marche. Et puis il y avait du monde à l'Assemblée. Anciens et nouveaux ont pris possession des lieux. On reverra les images de cette rentrée. Coralie Dubos, bien évidemment, on va vous interroger sur toutes ces questions. D'abord, on va commencer par le remaniement ministériel. Cela devait être un ajustement technique, c'est devenu un Big Bang pour le nouveau gouvernement. Ça a eu lieu cette semaine, notamment avec le premier départ, celui de Sylvie Goulard. On voit tout ça. C'est une équipe élargie qui succède au premier gouvernement d'Édouard Philippe. L'exécutif passe de 22 à 29 membres. Aucun centriste ne succède au ministre démissionnaire du MoDem. À la justice, François Bayrou est remplacé par Nicole Belloubet, membre du Conseil constitutionnel. Aux armées, Florence Parly, ancienne socialiste passée dans le privé, succède à Sylvie Goulard. Quant à Marielle de Sarnez, elle a été remplacée aux affaires européennes par la directrice de l'ENA, Nathalie Loiseau. Mais le MoDem reste représenté avec l'arrivée de la sénatrice Jacqueline Gouraud, vice-présidente du parti, qui devient ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Je suis très heureuse d'être ministre auprès de Gérard Collomb, que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé déjà au Sénat. Nous sommes ensemble à la Commission des lois, nous étions ensemble à la Commission des lois. Et donc je vais le retrouver sur un terrain que j'ai beaucoup pratiqué, c'est-à-dire les collectivités locales. Autre membre du MoDem, Geneviève Darrieussecq devient secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Au jeu des chaises musicales, Jacques Mézard quitte le ministère de l'Agriculture pour succéder à Richard Ferrand à la cohésion des territoires. Il est remplacé par le député En Marche, Stéphane Travert. Autre arrivée significative au gouvernement, celle du sénateur Jean-Baptiste Lemoyne. Le premier parlementaire LR à avoir rallié En Marche devient secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et c'est vrai que c'est, avec un peu d'émotion et une grande fierté de savoir que le président de la République, Emmanuel Macron, le Premier ministre, font confiance pour être utile derrière Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est le sentiment aussi d'une charge, d'une responsabilité. Enfin, Benjamin Griveaux, fidèle d'Emmanuel Macron, devient secrétaire d'État à l'économie. Et Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire, devient secrétaire d'État à la transition écologique. Coralie Dubos, est-ce que ça vous gêne si on dit que ce gouvernement est un gouvernement d'experts, de techniciens ? C'est pas seulement un gouvernement d'experts, de techniciens, c'est très bien qu'il y ait de l'expertise dans un gouvernement, bien évidemment. C'est surtout un gouvernement de personnes qui sont engagées. On n'a pas évoqué non plus l'arrivée en secrétariat d'État de Julien de Normandie, qui est avec... proche d'Emmanuel Macron. Proche d'Emmanuel Macron, qui est à l'origine de l'aventure En Marche, qui a accompagné le mouvement pendant toute la campagne présidentielle et pendant la première partie du gouvernement législatif. Il reste des politiques, mais vous le savez, les Français ont choisi de changer les codes de cette vie politique, de donner leur chance à des personnes qui sont issues de la société civile. C'est la nouvelle façon de faire de la politique et c'est exactement ce qui a été intégré dans ce gouvernement. Oui, dont vous faites partie, tout comme Brune Poirson, inconnue du grand public, qui est un peu le symbole, comme vous, de la vague Macron, qui fait son entrée dans ce gouvernement. C'est ça, nous faisons partie de ces symboles-là, mais je pense que nous sommes bien plus que deux. Si vous regardez effectivement à l'échelle des élections législatives, beaucoup de députés aujourd'hui sont issus de cette société civile et apportent de nouvelles compétences dans cette vie politique. Vous pensez que c'est ce que veulent les Français, que cette nouvelle composition va plaire à l'opinion publique ? Je pense que les Français veulent donner leur chance à cette façon de composer la vie politique. Après, que ce soit pour le gouvernement ou pour les députés, bien évidemment que la responsabilité est immense. Est-ce que ça vous gêne également, je reprends un petit peu ma question, mais est-ce que ça vous gêne si on dit qu'on a affaire avec Emmanuel Macron à un hyper-président ? Un hyper-président. Oui, où les décisions se prennent quasiment toutes à l'Élysée, qu'on parle de défense ou qu'on parle d'autre chose, même de politique.
Je pense qu'on a affaire à un président. Et pas hyper président. Nous avons affaire à un président qui a pris son mandat dès l'origine avec beaucoup de stature, avec beaucoup de posture, et qui tient à ce que la France, le gouvernement, soit piloté par notre Premier ministre Édouard Philippe, ce qui est le cas. C'est Édouard Philippe qui a présenté à Emmanuel Macron sa feuille de route pour le gouvernement de post-législative, et ensuite que la discussion existe, ça me semble parfaitement normal. Donc c'est un retour à un équilibre qui était censé être celui initialement prévu par les institutions de la Ve République. Tout à fait. Le président préside, le gouvernement gouverne, c'est un peu ça? C'est bien ça, nous sommes dans l'esprit de la Ve République, avec une constitution qui est parfaitement claire, qui avait été un petit peu dévoyée dans la pratique, et qui là retrouve toutes ses lettres de noblesse. Il y a une personnalité politique qui n'est plus dans ce gouvernement, qui l'était, c'est François Bayrou, vous l'avez entendu cette semaine, il a donc quitté son poste, dit-il, en accord avec Emmanuel Macron, bien évidemment. Est-ce que, pour vous, c'est une perte ? Écoutez, c'est un choix qu'il faut respecter. Il a indiqué par ailleurs qu'il resterait l'un des piliers de cette majorité, et je pense qu'effectivement c'est une chose importante. Que le MoDem reste un pilier de la majorité, c'est important. François Bayrou indiquait qu'il resterait, lui, l'un des piliers de la majorité. Et le MoDem ? Qu'il participerait avec le MoDem à l'exécution de ce plan de transformation que nous avions porté dans le cadre de la présidentielle. Il nous avait ralliés parce qu'il adhérait à certaines valeurs, à une vision, à un projet. L'urgence, c'est aujourd'hui véritablement d'engager ces réformes, de les mettre en œuvre. Donc tout l'enjeu est là, et il fait partie de cette majorité. Et il sera donc aux côtés d'Emmanuel Macron, et ce ne sera pas l'un des opposants à Emmanuel Macron, comme on a pu le dire. Il ne s'est absolument pas positionné d'une façon à être en opposition, mais bien au contraire à participer à cette construction de façon probablement très exigeante, et c'est nécessaire dans une démocratie de qualité, mais dans le cadre de la majorité. Et pour vous, c'est la démission de François Bayrou, c'est la conclusion logique d'une longue séquence. D'une vieille politique peut-être aussi. C'est un choix qu'il faut respecter. Moi, je salue aussi le choix de Sylvie Goulard, que j'ai trouvé tout à fait honorable, et je pense que ça donne une conséquence qui est logique pour la suite. Bon, alors cette semaine, évidemment, à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de tractations pour former les groupes politiques. Tractations et discussions, évidemment, et surtout à droite, où deux groupes ont finalement été créés avec la scission notamment d'une partie des Républicains qui sont allés siéger avec des membres de l'UDI. C'est Cécile Martel qui nous explique tout cela. Après des jours de tractation, la rupture est officialisée. Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine, annonce la création d'un nouveau groupe à l'Assemblée, les Républicains, Constructifs, UDI et Indépendants. Des députés qui en majorité comptent voter la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe. Et c'est en n'étant pas dans des postures et en aidant des réformes qui vont dans le bon sens qu'on participe à ce que le pays, enfin, connaisse les réformes qu'il attend. Pour l'instant, une vingtaine d'élus LR et 18 députés UDI comptent y participer. La liste exacte et le président de ce groupe seront connus mardi prochain. En réponse, les Républicains canal historique tentent de minimiser la fracture. C'est un choix individuel. Moi, je pense que chacun... En revanche, la maison est ouverte. Nous avons toujours été dans cet état d'esprit. On a connu des tensions dans notre famille politique. On a même connu deux groupes parlementaires à une époque. Et on s'est retrouvés. Ça n'a pas duré dans le temps. Au bureau politique, devant nos micros, personne n'appelle à l'exclusion des dissidents. Jean-Pierre Raffarin défend l'idée que les deux lignes peuvent coexister. Nous imaginons une structure confédérale, où nous imaginons une approche qui fait vivre les gens ensemble, et à ce moment-là, l'avenir sera un avenir groupé, ou alors c'est la raideur qui l'emporte, et à ce moment-là, deux familles politiques pourront exister. Bernard Accoyer, secrétaire général du parti, a saisi les instances de l'Assemblée nationale pour que les constructifs n'utilisent pas le nom des Républicains. Emmanuel Macron a-t-il fait exploser la droite ? Ce sont les Français qui ont fait exploser le paysage politique, je pense. Le gouvernement est parfaitement équilibré. Les députés de la majorité de La République En Marche ont été élus avec ce gouvernement, puis confirmé par le gouvernement remanié. Le fait que les Républicains réfléchissent, se remettent en cause, décident de nouvelles structures, me semble là aussi tout à leur honneur, dans la mesure où ils prennent en considération les différents messages envoyés par les Français. C'est une partie des Républicains qui s'intitule donc les constructifs. Ça veut dire que ce sera quand même un groupe d'appoint pour vous, groupe majoritaire dans cette nouvelle Assemblée. Ce seront un petit peu des alliés. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse effectivement passer ces réformes rapidement dans un contexte et dans un climat à l'Assemblée qui soit de qualité, parce que nous l'avions vu sur les législatives, le taux d'abstention des Français est de plus en plus fort, la lecture vis-à-vis du monde politique est de plus en plus sévère.
Ça nous appelle à énormément de responsabilités, au-delà des clivages, au-delà des nouveaux partis, des nouveaux mouvements, à travailler en bonne intelligence. Donc il faut du soutien, de la bonne intelligence. Il y a presque 7 groupes à l'Assemblée nationale. Pardon ? Il y a presque 7 groupes à l'Assemblée nationale. C'est peut-être une première depuis 1958. C'est un challenge. C'est ce qui s'annonce en tout cas. Non, c'est ça. Je voulais savoir pour vous ce que ça représentait. Est-ce que c'est une explosion de tous les partis ou est-ce qu'au contraire, c'est la nouvelle façon de faire de la politique ? C'est une étape. Nous verrons de quelle façon cela évolue. C'est une étape, mais vous savez, depuis plus d'une année, des étapes, nous en avons passé de relativement spectaculaires et tout s'est très bien passé. Donc je n'ai aucun doute que nous allons pouvoir avancer de cette façon. Vous demandez aujourd'hui à ces nouveaux constructifs de vous accompagner, de voter la confiance, d'aller voter les textes. C'est un appel que vous pouvez voter la confiance, bien évidemment, de regarder les textes ensemble et de pouvoir les discuter intelligemment, bien évidemment aussi. Alors, tous ne voteront pas forcément la confiance, notamment le canal historique des LR. Pour vous, ce parti fait partie du passé ? Nous verrons comment il se positionne. C'est simplement la rentrée. Nous sommes dans les premiers temps. Nous allons voir de quelle façon cela évolue. Mais effectivement, s'il y a des postures relativement rigides qui se déconstruisent en se positionnant dans de l'opposition, cela appartient beaucoup plus au passé. Alors, Olivier Faure a été, lui, réélu ce jeudi patron du groupe socialiste à l'Assemblée. Il aura la lourde tâche de fédérer la trentaine de députés socialistes rescapés de la déroute électorale des législatives, si on peut dire ça comme ça. Coralie Dubost, ce ne sera pas facile pour Olivier Faure. Vous pensez que les socialistes, en leur majorité, vont voter, eux aussi, la confiance au gouvernement Philippe, le 4 juillet? Les socialistes sont encore en discussion, ils sont en train de se repositionner. C'est tout de même un séisme qui les a saisis, donc ça leur prend un peu de temps et ça se comprend parfaitement. Nous verrons comment cela évolue, mais effectivement, je souhaite à Olivier Faure beaucoup d'énergie et de courage pour avancer. Vous, avant de rejoindre La République En Marche, vous étiez de quelle sensibilité? Plutôt à gauche? Je n'étais ni d'une sensibilité ni de l'autre. Je n'avais pas d'engagement politique et c'est... Mais votre cœur, il balançait plutôt à gauche, à droite? Dans ma vie, j'ai déjà voté à gauche, j'ai déjà voté à droite et déjà au centre. Je ne m'étais jamais encartée et précisément chez En Marche, cette dimension qui était hors clivage, en revanche, autour de valeurs et d'un projet concret, commun, ça me convenait. On va passer à l'autre partie de la gauche, peut-être une autre gauche, dont vous allez pouvoir commenter bien évidemment, celle de la France insoumise. Notamment, ils sont arrivés groupés à l'Assemblée nationale. Vous avez certainement vu cette image de Jean-Luc Mélenchon arrivant ici avec les parlementaires. Les communistes, eux, ont décidé de faire bande à part. Les deux formations n'ont pas réussi tout simplement à se mettre d'accord. C'est un récit des tractations que vous propose François Goulin. Dans ce bras de fer entre frères ennemis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui entame les hostilités. Dès dimanche dernier, au soir du second tour des législatives, il annonce la couleur. Le peuple français dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe, la France insoumise, avec tous ceux qui voudront le rejoindre et qui sont les bienvenus. Un groupe, donc, à l'Assemblée nationale, mais aucune mention des élus communistes et d'un possible groupe commun. En coulisses, le siège de Jean-Luc Mélenchon au Parlement européen est au cœur des tractations. Il le répète dès son arrivée mardi au Palais Bourbon, sa suppléante communiste doit se retirer au profit de son ancien directeur de campagne, sinon il n'y aura pas d'accord. Si mon arrivée ici donne lieu au fait que mon poste de député européen, qui normalement devait passer au suivant, qui est Emmanuel Bompard, si ça n'est pas réglé, donc si l'accord précédent n'est pas respecté, on ne peut pas envisager qu'il y en ait de nouveau. Mais surtout, je pense qu'ils vont être raisonnables. Les députés communistes ne l'entendent pas de cette oreille. Marie-Pierre Vieux, la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, sera députée européenne. Et après des heures de discussion et de coups de fil, la décision tombe. Il y aura un groupe autonome de 11 élus communistes et de 4 élus d'outre-mer. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est le travail en commun que l'on peut conduire avec le groupe des Insoumis. C'est réfléchir à la façon de faire, à l'espace que l'on peut créer. Certains nouveaux députés, investis lors de la campagne des législatives par les deux formations, regrettent que les dissensions prennent le pas sur un accord politique. Mais en toile de fond se dessine une problématique bien plus vénale. Le financement des deux partis. Chaque député leur rapporte plus de 37 000 €. Pas question pour la France insoumise et pour les communistes de laisser cet argent à leurs alliés. Avec Jean-Luc Mélenchon, vous estimez avoir une force d'opposition dure à l'Assemblée nationale?
Écoutez, la position de Jean-Luc Mélenchon est effectivement très dure. Et nous l'avions vu dans le cadre des 2 campagnes. C'est de la stricte opposition, par principe, sans véritable débat. Donc nous verrons comment nous allons. Ça vous fait peur, justement, ces débats qui pourraient avoir lieu à l'Assemblée et dans l'hémicycle? Ah non, les débats ne m'effraient pas du tout. Je serais ravie qu'il y ait des débats et surtout de l'échange de qualité. Donc j'ai entendu le Parti communiste qui nous parlait de travail, de réflexion. Je préfère quand on emploie ces mots-là, plutôt que lorsque l'on se pose dans une posture stricte. Parce que même sur le droit du travail, par exemple, ils ont déjà dit, et Jean-Luc Mélenchon en premier, qu'il serait le premier des opposants. Et vous avez entendu peut-être cette phrase, maintenant qui a été célèbre sur les réseaux sociaux notamment, de Jean-Luc Mélenchon à propos de Cédric Villani, qui est votre confrère, notamment un nouveau député, le matheux, comme il l'appelle, qui n'a jamais connu le contrat de travail. Qu'est-ce que ça dit du débat aujourd'hui ? Ça dit qu'il y a beaucoup de stéréotypes et de caricatures, voire de préjugés, de biais cognitifs à travailler chez Jean-Luc Mélenchon, pour réduire Cédric Villani au matheux, qui, par ailleurs, connaît particulièrement bien les contrats de travail pour avoir dirigé un institut et pour en avoir géré quelques-uns. Mais pour vous, c'est une forme de mépris de dire ça, le matheux, comme ça vous inspire? Non, vous savez, je pense que c'est plutôt une forme d'angoisse. Jean-Luc Mélenchon se retrouve face à des profils qu'il ne connaît pas, des gens qu'il n'a pas su faire monter, manifestement au sein de son parti, des gens qui les Français font confiance, des gens de qualité, d'expertise, de talent. Il ne sait pas comment il les aborder, il les réduit à ce qu'il les ferait. Une angoisse face à quoi? Face à la nouvelle façon de faire de la politique? Par rapport à une sorte de vieille politique, et puis par rapport à ces profils qui arrivent avec une expertise donnée, et Cédric Villani l'incarne tout particulièrement, puisque son expertise est reconnue à l'échelle mondiale. Et qui sauront, selon vous, faire entendre leur voix haut et fort dans l'hémicycle, en tout cas faire entendre leur voix, même s'il y aura d'un côté Jean-Luc Mélenchon, de l'autre Marine Le Pen, ce ne sera pas facile d'exister, de se faire entendre. Vous savez, je pense qu'il y a plusieurs façons de se faire entendre. Soit l'on peut sortir des grandes phrases, des phrases chocs, des grandes lignes. Et puis il y a aussi la qualité du travail, le sérieux, la rigueur, la compétence qui est apportée. Comptez sur ça. Et nous comptons énormément sur cela. La compétence, la méthodologie et la solidarité. Non, parce qu'on entend cela, même à la sortie des conseils des ministres, vous avez entendu pas un mot, silence, travail. C'est une consigne? C'est pas une consigne, c'est une responsabilité, c'est une humilité. Nous ne sommes pas ici seulement pour faire de grandes phrases, nous sommes là pour faire avancer les choses, nous le savons. Nous avons seulement 5 années, c'est très bref 5 années, pour transformer tout le pays, toutes les réformes qui sont nécessaires. Nous devons rester concentrés. Alors, eux aussi ont fait leur entrée sous les caméras et sous la canicule. Les élus du Front National et apparentés, ils entendent donc compter dans la nouvelle Assemblée. Est-ce que vous pensez que le Front National va réussir à former ce qu'il attend, un groupe parlementaire, c'est-à-dire 15 députés? Pour l'instant, il y en a 8. Si on en rajoute quelques-uns, et si quelques-uns des LR viennent vers Marine Le Pen, il peut y avoir ce groupe. Est-ce que vous pensez qu'ils réussiront? Écoutez, pour l'instant, ils n'y sont pas et nous verrons. Je ne le souhaite pas en tout cas. Est-ce que ça vous a fait peur, cette image de Marine Le Pen arrivant, donc déjà élue à l'Assemblée, mais presque aux portes de pouvoir? Ça vous fait peur? Marine Le Pen ne me fait pas peur. Le Front National ne me fait pas peur de façon globale. En revanche, oui, lui, il joue beaucoup sur les peurs et cherche à susciter ce type de sentiments. Non, et puis écoutez, dans les législatives au second tour, on avait vu, même au premier, on a vu une grande démobilisation de l'électorat du Front National. De ce point de vue-là, il me semble s'être largement affaibli et je pense que ce sera compliqué pour eux de former. Malgré les 8 des députés apparemment. Coralie Dubost, il y a eu une proposition qui a été mise sur la table hier parce qu'il y a eu des députés qui ont refusé, un député qui a refusé de se rendre devant la justice, Marine Le Pen, elle ira. Sur l'immunité parlementaire, notamment cette suppression de l'immunité parlementaire, y êtes-vous favorable? Alors, l'immunité parlementaire, il faut pouvoir la conserver pour qu'un député puisse assurer sa fonction, pour qu'il puisse avoir aussi une liberté d'expression dans le cadre des débats. Sinon, ce serait très compliqué pour lui de mener à bien sa tâche et sa mission. En revanche, il y a certains cas pour lesquels un devoir moral exige effectivement de se rendre... Donc, vous y êtes favorable ou pas? À la suppression, non. Non, à la suppression... Je ne suis pas favorable à la suppression de l'immunité parlementaire. D'accord. Parce qu'il y a eu le porte-parole du gouvernement quand même qui a dit qu'il ne serait pas opposé à cela. Donc c'est peut-être un premier dysfonctionnement. On peut être remodelé, mais sa suppression pure et dure, je pense qu'on ne peut pas du jour au lendemain passer de tout au tout. Il faut la réfléchir. C'est simplement, vous me posez la question de la suppression radicale. Non, simplement, ça doit se réfléchir si ça doit être remodelé. Alors cette semaine, il y avait du monde à nouveau à l'Assemblée, et beaucoup d'animations dans les couloirs. Nous allons faire un petit retour sur le parcours des nouveaux députés notamment.
Fraîchement élus ou députés plus chevronnés, ils ont fait leur retour au Palais Bourbon. Le récit de Maïté Frémont. Ce couloir qui mène dans l'hémicycle deviendra dans quelques semaines une routine pour ces nouveaux députés. Mais en attendant, ils font ici leur premier pas. Bonjour. Bienvenue. Merci. Guidés, ils découvrent leur nouveau lieu de travail. Après quelques clichés, souvenirs de ce moment historique, c'est à eux de prendre la pause pour la photo officielle. Pas trop le manteau en trop. La mallette en main, ces députés débutants sont attendus par les journalistes dans la salle des 4 colonnes. On vous donne tout ça, dans cette enveloppe il y a une petite boîte avec l'écharpe tricolore, avec un petit pins d'assemblée. Quand on a l'honneur d'être un parlementaire, on se sent un peu aussi, comment dirais-je, chargé d'histoire, on pense aux anciens. C'est très émouvant, mais pour le reste je vais un peu me laisser porter maintenant. Pour cette journée, je parle. L'heure est pour le moment à la découverte, mais très vite, ces députés devront rentrer dans le combat politique. Par rapport à tout ce qu'on a entendu pendant la campagne, on nous a dit en gros vous n'aurez pas le droit à l'erreur, il faut que vous soyez au travail. Je voulais montrer que de manière symbolique, même si la session commence la semaine prochaine, on était au travail dès le premier jour. J'ai une responsabilité. Cette responsabilité, c'est aussi d'appliquer le programme d'Emmanuel Macron. Donc je me suis engagé sur les 10 chantiers, c'est ma responsabilité. Et puis après, je serai un élu constructif. Et donc j'apporterai aussi ma pierre personnelle à cet édifice qui est le programme d'Emmanuel Macron. Sur les 577, 424 élus n'ont jamais été députés. Ils auront toute la semaine pour prendre leur marque avant de siéger sur ces bancs de l'Assemblée le 27 juin prochain. Alors Coralie Dubos, vous avez vous aussi fait ce parcours en tant que nouvelle élue. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de prendre votre mallette du député? Au moment de prendre ma mallette, on me l'a tendue. On m'avait prévenu des rendez-vous suivants à assurer de façon administrative, donc je pensais déjà au rendez-vous suivant. Un long parcours. Un long parcours qui est bien normal. Vous prenez une nouvelle fonction. De l'émotion aussi? De l'émotion, oui. L'émotion, ça a été beaucoup plus le dimanche soir. L'émotion sera, je pense, à la rentrée plus solennelle. Là, nous sommes encore dans le cadre de l'installation et de la découverte. Alors justement, sur toute cette installation, sur tout vos parcours pour 5 ans qui vont arriver, on va en parler avec notre partenaire du Figaro. Jim Jarassé, bonjour. Bonjour Mickaël, bonjour Katia, bonjour Coralie Dubos. Ce week-end, vous réunissez avec vos collègues marcheurs à l'hôtel de l'AC pour un séminaire de rentrée. À quoi ça va servir à vous apprendre à être des députés disciplinés? Non, c'est un peu caricatural. C'est un séminaire de travail. Déjà, nous allons nous retrouver pour ceux qui se connaissent déjà, nous rencontrer pour ceux du groupe qui émerge, de la République En Marche, qui sont des profils de société civile émergents qu'on avait moins rencontrés. Nous avons des sujets précis à commencer à travailler ensemble, comme nous le faisions auparavant, dans le cadre des différentes étapes du mouvement chez En Marche. Les référents, par exemple, se retrouvaient très régulièrement pour travailler certains sujets. Il y a quand même une lettre à suivre assez stricte chez vous, puisque lors de votre investiture, vous avez signé un contrat d'engagement qui vous engage justement à voter pour les 6 principaux chantiers de la majorité, parmi lesquels la réforme de la loi travail ou la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que sur des sujets importants comme ceux-là, les députés devraient pouvoir apporter de la nuance, devraient pouvoir finalement donner leur avis? La nuance est un excellent terme. Et précisément, le contrat que vous avez évoqué, qui a été signé au départ à l'origine, il faut y mettre de la nuance. Ce n'est absolument pas un contrat rigide. C'est un contrat sur lequel on s'engage sur des valeurs. Il y a des valeurs, il y a un projet, il y a des grands chantiers, des grandes lignes. À l'Assemblée, on vote pour, on vote contre. Donc, quand on s'engage à voter pour, il n'y a pas trop de nuance. Le contrat dont vous avez parlé, celui que nous avons signé, nous sommes engagés sur des valeurs, à respecter des valeurs et à respecter des grands projets. Ce sera aussi des textes de loi que vous allez voter. Ce sont des grandes lignes, Ce sera aussi des textes de loi que vous êtes engagés à voter. Les textes ne sont pas dans le contrat. Vous ne pouvez pas faire ce dévoiement-là. Les textes qui arriveront ne sont pas ceux de ce contrat. Donc, par exemple, sur la loi moralisation ou le texte sur le terrorisme, vous pourriez voter contre. Ça ne fait pas partie du contrat. Il n'est pas dans mon idée aujourd'hui de voter contre. J'attends déjà de voir les textes. Non, mais il y a une possibilité. Attendez, il faut faire les choses par étapes. Attendons que les textes viennent. Nous allons les lire, nous allons en discuter, nous allons les regarder. Mais a priori, lorsque cela correspond à un projet présidentiel que vous avez porté pendant plus d'une année, que vous avez soutenu et que vous avez soutenu pendant les campagnes législatives, il serait cohérent que... Mais vous vous sentez le droit de pouvoir dire non? C'est ça la vraie question. Je me sens le droit de pouvoir dialoguer.
Alors, en attendant les textes, puisqu'il n'y a pas encore d'ordre du jour de l'Assemblée, juste savoir votre position, parce que vous dites que vous êtes engagé sur des valeurs. Le Comité national d'éthique va rendre un avis important sur la nécessité ou pas d'ouvrir les techniques d'assistance médicale à la procréation qui sont actuellement réservées aux couples infertiles. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre cette ouverture, notamment aux couples de femmes? Alors, le couple des femmes, nous nous y étions déjà engagés pendant la campagne, nous y sommes favorables. Vous, oui, sans hésitation. Et vous pensez que c'est la position partagée par tout ça faisait partie du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, d'ouvrir la PMA pour toutes. Jim. Le cadre rigide, il va aussi concerner l'élection de votre président de groupe, puisqu'il n'y aura qu'un seul candidat, il s'agit de Richard Ferrand. Certains dans votre groupe disent, finalement, on aurait bien aimé avoir le choix entre plusieurs candidats, puisqu'on sait qu'il y a quand même un contexte particulier concernant Richard Ferrand. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que Richard Ferrand est là depuis l'origine, qu'il a été un excellent secrétaire général du mouvement, qui nous a soutenus, qu'il a été celui qui a apporté de la cohérence pendant la totalité de la campagne, qui a accompagné les référents, qui a fait émerger les profils de société civile aussi dans les candidatures. C'est très important. Il a joué un rôle très important aussi sur les députés qui sont aujourd'hui élus de La République En Marche. Il a participé à ces choix-là, il a consolidé le mouvement. Et personnellement, je suis tout à fait favorable à sa présidence au groupe. D'accord. Pendant ce séminaire, est-ce que vous allez avoir des formations de média training? Alors vous débrouillez très bien sur ce plateau de télévision. Oh, merci, j'ai encore beaucoup pas forcément le cas de certains de vos collègues pendant la campagne législative. On se souvient, il y a eu quelques dérapages qui ont été un peu raillés sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va faire partie justement des thèmes que vous allez aborder ce week-end? Alors écoutez, je n'ai pas le programme du week-end sous les yeux. Peut-être que ça peut être une idée si certains le demandent et pensent en avoir besoin. L'idée, de toute façon, c'est d'être dans l'accompagnement et la solidarité. Ça peut se faire aussi de façon informelle, en bilatéral, accompagner quelques-uns. Mais les premières fois dans les médias, ça peut toujours être intimidant, on le comprend bien. On a parlé de la présidence du groupe de La République En Marche. Il va aussi y avoir l'élection du président de l'Assemblée. Est-ce que vous avez un profil en tête? Est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, que ce soit une femme? Alors, je n'ai pas un profil défini en tête, mais je ne suis pas contre bouger un peu les lignes sur ce poste-là. Donc, il serait une bonne chose que ce soit une femme. Un nom. Par exemple, je serais ravie que ce soit une femme. Mais je n'ai pas de nom à vous faire. Vous n'avez pas de nom? Vous en parlez pas entre vous? C'est des débats qui doivent quand même un peu émerger en ce moment. Oui, qui émergent. Vous savez, on a beaucoup de travail. Déjà à mettre en œuvre à titre personnel, il y a beaucoup de choses qui changent en très peu de temps. Non, simplement, ce sur quoi nous discutons, c'est sur cette idée de changer la projection des responsabilités et la façon dont elles sont assumées. Voilà. Coralie Dubos, vous savez, vous, à titre personnel, ce que vous voulez faire à l'Assemblée nationale? Dans quelle commission? Où est-ce que vous voulez siéger? Ce que vous voulez faire? Alors, j'ai demandé certaines commissions. Oui, j'ai une idée de ce qui me plaît, de ce que j'aimerais faire. On verra après la façon dont c'est possible de se répartir. Dans l'idéal, j'aimerais beaucoup être à la commission des lois. Donc projet de loi état d'urgence, beaucoup de travail qui attend la commission des lois. Tout à fait, beaucoup de travail. Une commission qui compte en plus à l'Assemblée. Oui, qui a une transversalité. On aura l'occasion de vous suivre à ce moment-là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parlement Hebdo. Merci Jim. Et on se retrouve la semaine prochaine sur LCP Public Sénat. Bonne semaine. Site de ce programme.